What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? Bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome. J'espère que tu vas bien. J'espère que t'es prête à passer un moment awesome avec nous. Aujourd'hui, je reçois Tatiana Saint-Louis, qui est une femme que j'admire beaucoup, que j'ai découvert sur LinkedIn il y a pas si longtemps, à peu près 2 ans de ça. J'ai travaillé avec Tatiana aussi pour l'aider avec sa santé, ses habitudes de vie, sa nutrition. Donc, on a fait un bon petit bout de chemin ensemble au début de l'année 2022. Moi, j'ai aussi participé dans ses webinars, ses challenges, et je suis son contenu sur LinkedIn et par son infolette à chaque semaine parce que, comme je disais, je la trouve super inspirante. Tatiana, c'est quelqu'un qui est bold, qui le dit as it is, qui écrit super bien aussi par son storytelling, par son expérience, par les valeurs qu'elle met de l'avant. Donc, j'étais vraiment reconnaissante qu'elle accepte mon invitation pour venir sur le podcast aujourd'hui et de jaser de, vous allez voir, jaser de toutes sortes de choses, hein, l'ambition au féminin, désapprendre nos conditionnements, ton branding personnel, que tu ailles une entreprise ou pas. Tu sais, vraiment aider les femmes à trouver leur brillance, à faire exploiter leur plein potentiel, à faire un journey, un cheminement de développement personnel pour qu'on ait des business, des familles, des vies, tout simplement, qui sont le plus alignées possible avec qui on est. Donc, Tatiana, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que she walks the walk et ça fait vraiment plaisir de vous la faire découvrir aujourd'hui. Tatiana m'avait invitée sur son podcast à elle qui s'appelle L'ambition au féminin. Donc, je vais mettre le lien aussi dans la description du podcast si vous voulez aller écouter cet épisode-là par la suite. On avait vraiment une belle conversation avec des super bonnes questions qu'elle m'avait posées. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec la conversation awesome de la semaine avec Tatiana. Tatiana, bienvenue dans cette conversation awesome. Je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien. Merci de m'avoir invitée, Claudia. Je suis contente de te voir. Ben oui, on a fait une conversation sur ton podcast. Il y a de ça déjà plusieurs mois. On avait une belle conversation. Je te suis parce que j'admire qu'est-ce que tu fais. Je sais que toi aussi, je t'ai coaché aussi pour ta santé. Donc, on a une belle relation qui s'est développée dans la dernière année. Et je me dis, let's go, on se fait une autre conversation pour jaser de ambition, féministe, leadership et tout ce que ça implique. Donc, encore une fois, merci d'être là. Yeah, j'ai hâte. Ouais. Donc, toi, tu as une compagnie qui s'appelle Aime ta marque. Tu as ton podcast aussi qui est l'ambition au féminin. C'est quoi ta définition de l'ambition? Hey, c'est drôle, hein? Je la pose tout le temps en entrevue, puis oui, tu me l'avais-tu posé? La question. Peut-être. Oui, je pense que tu me l'avais posé. Tu vois, je m'en souvenais même pas. C'est une question que je pose souvent, puis maintenant que je me la fais poser, c'est comme wow, ok, je suis prise de court. L'ambition, pour moi, c'est de répondre à notre potentiel. Fait que tu sais, c'est pas de, en fait, je veux pas le définir au négatif. C'est de s'autoriser à voir grand, naturellement, mais pas grand parce que c'est pour répondre à nos insécurités ou notre ego, vraiment grand parce qu'on sent qu'on veut prendre une place dans le monde, puis que on mérite cette place, qu'on veut l'assumer, puis qu'on veut faire partie activement, soit du changement ou juste d'exister. C'est ça l'ambition pour moi. Wow, c'est une belle définition pour quelqu'un qui était pris de court. Non, ça me parle beaucoup. Est-ce que tu penses on est capable d'atteindre notre plein potentiel? Ou que c'est toujours une quête à plus ou à évolution? Ou... Moi, j'essaye le plus possible, puis là, depuis des derniers mois, c'est encore plus intense, de jamais voir les choses comme
une recherche d'optimalité dans le sens qu'il y a une fin à quelque chose ou qu'il y a comme par exemple son plein potentiel, c'est comme le plein potentiel, ça veut dire quoi? C'est la finitude du potentiel. C'est genre si je remplis mon verre de potentiel, à un moment donné, il y aura plus quoi remplir. Puis pour moi, c'est genre on est toujours en train d'essayer de être plus vrai et intègre envers nous-mêmes. Puis pour moi, c'est ça aussi le potentiel, c'est de dire si j'enlève tout ce qui m'empêche d'être moi et d'être dans ma puissance et dans ma magie à quelque part, tu sais, même si c'est un bizarre terme là, puis je l'utilise pas souvent, mais dans ma magie, je veux dire, jusqu'à où je peux aller. Puis ça, ben c'est une quête constante dans notre vie. Tu sais, c'est une découverte constante dans notre vie. Fait que, est-ce qu'on peut atteindre notre plein potentiel? Probablement pas, parce que il n'existe pas ce plein potentiel-là. Ce potentiel-là est constamment en train d'être découvert. Je suis vraiment d'accord. Ça revient au concept de higher self, hein, ou la fameuse meilleure version de nous-mêmes. Tu sais, une fois que tu as atteint ta meilleure version actuelle, ben il y en a une autre et une autre et une autre, et c'est tant mieux. Tu sais, des fois, je trouve que on voit ça comme un peu un découragement. J'y arriverai jamais. J'ai peur de pas avoir le temps de justement exploiter mon plein potentiel. Mais moi, je vais appeler ça comme une inspiration, de comme il y a toujours une façon de s'améliorer. Il y a toujours une façon d'évoluer. Il y a cette non-fin là. Puis moi, je vois ça positivement là, tu sais. Ouais, puis c'est, tu sais. Parce que moi, je travaille dans l'entrepreneuriat puis tout ça, tu sais, on a beaucoup été élevés dans cette mentalité du manque. Tu sais, je vais manquer de temps pour arriver à tel résultat, je vais manquer d'opportunités, je vais manquer de peu importe, genre, tu sais, je vais manquer ma chance, tu sais. Puis cette idée de dire ah ben là, est-ce que je vais être capable d'atteindre mon plein potentiel, est-ce que je suis en train de vivre mon plein potentiel, c'est comme OK. Peut-être que tu es en train de le vivre en ce moment parce que justement tu es en train de te poser cette question-là, tu sais. Fait que c'est aussi de relativiser puis de dire il y a pas de on n'est pas obligé de voir la vie comme quelque chose qu'on manque, mais au contraire comme quelque chose dont on est, tu sais, qu'on a et dont on a genre justement tellement d'opportunités puis tellement de ressources puis c'est ça. Je pense que le FOMO, c'est probablement la maladie la plus répandue, la plus triste. Siècle. C'est ça. Puis là, ça fait qu'on se pitch partout, puis souvent on se pitch dans des affaires qu'on veut pas vraiment, qui sont pas alignées, qui sont pas authentiques, et c'est ça, on s'épuise, on se fatigue, on donne de l'énergie partout. Finalement, ben, on n'est pas plus dans notre potentiel parce qu'on n'est pas dans qu'est-ce que nous on veut à la base, ou tu sais, la personne qu'on aimerait évoluer. On consomme pour consommer, on fait pour faire, puis après ça c'est comme moi, mais qu'est-ce que moi, mon corps, mon esprit, mon inspiration m'appelle à faire? Puis là, c'est là que c'est la vraie question que je pense que les gens se posent probablement pas assez. Puis quand tu la poses à toi-même ou à tes clientes, c'est quoi souvent les questions, plutôt les réponses, pardon, qui ressortent quand on se pose ces questions-là? Est-ce que tu vois une thématique souvent de croyances limitantes ou d'excuses ou de situations qui nous retiennent d'être dans cet alignement-là? Ouais, ben un des concepts que j'utilise beaucoup avec mes clientes, puis j'ai fait un programme il y a pas longtemps que je m'attendais pas à ce que tu sais, c'est un programme que j'ai eu envie de juste créer comme ça m'est venu. Puis après ça, quand je l'ai donné, j'étais comme wow, c'était un programme nécessaire dans tout mon cursus, dans tout ce que je crée dans mon univers. Puis c'était le syndrome de la bonne élève. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui est attitré ou qui ressent ça, mais une chose, tu sais, puis pour les femmes souvent ça a été un gros conditionnement et ensuite une déconstruction à faire, c'est de dire on nous a toujours dit, tu sais, sois une bonne fille, aie un A+ dans tes cours, étudie, sois la première de classe, occupe-toi des gamins, sois une bonne mère, dadada. Puis là on intériorise ces espèces de standards là qui viennent dans le fond de l'extérieur, si bien que l'anxiété qu'on commence à ressentir dans le quotidien, c'est toujours à savoir est-ce que je suis assez X, Y, Z pour que moi-même je puisse me respecter dans ma vie, puis que je puisse m'attendre du respect des autres. Puis quand on commence à enlever les couches de bon élève, par exemple, là j'utilise cet exemple, cette terminologie-là parce que je pense que ça peut parler à plusieurs personnes, mais tu sais,
Quand on enlève ces couches-là, là, soudainement, on se rend compte, wow, mais qu'est-ce qui reste en dessous de toutes les boîtes, les étiquettes, les conditionnements que j'ai assimilés des autres? Et on se rend compte qu'on s'est tellement déconnecté de notre vraie essence, inspiration ou notre flux, nature. notre essence, que là, on est même plus capable de juste agir en accord avec ce qu'on désire, tu sais. Mm-hmm. Puis ça peut se manifester autant en entrepreneuriat que si on est salarié, que si on essaie d'avoir le couple parfait. Puis c'est pas nécessairement juste d'être perfectionniste, c'est vraiment genre Sois belle et tais-toi, là, tu sais, c'est... Sois belle et tais-toi, mais aussi travaille fort pour avoir ce que tu mérites. Mm-hmm. Tu sais, on s'attend de toi de hauts standards. Ça, c'est une grosse affaire, hein, tu sais. Souvent, on va comme se dire, ah, mais moi, j'ai des hauts standards, c'est tout, genre. Mais les hauts standards, c'est qui nous les a donnés, qui nous a intériorisés? Puis est-ce qu'on a vraiment des hauts standards ou on est juste vraiment insécure parce que sans ces standards-là, ben, on doit confronter notre imperfection, notre humanité, nos sentiments, nos émotions, nos difficultés, mais tout ça, ça fait partie de nous aussi. Puis, en mettant plein de maquillage par-dessus ces imperfections-là, ben finalement, on finit par penser que personne va nous aimer sans ce maquillage-là, personne va nous respecter, on n'est pas crédible, on n'est pas X, Y, Z. Puis là, ben, ça vient justement gruger dans nos ambitions, gruger dans notre façon de nous exprimer, gruger dans les opportunités qu'on va accepter ou qu'on va prendre parce que justement, on n'est juste pas capable d'être solide sans toutes ces facettes-là. Mic drop. Mais c'est tellement une question percutante, là, comme, tu sais, si t'enlèves tout ça, tout ton maquillage, est-ce que t'es bien avec toi-même? Est-ce que tu te connais? Puis j'ai certainement passé par là dans les dernières années quand j'ai plongé dans du développement personnel et ça a été de me déprogrammer et de désapprendre avant même de réapprendre ou de me reprogrammer. Là, ça a été de me défaire de tout ça. Là. Moi, certainement bon élève, perfectionniste, people pleaser, overachiever, favorite child. Toutes ces étiquettes-là que tu internalises, que tu intériorises, ça se reflète dans ta vie adulte après, là, peu importe le rôle que tu prends en tant que femme, que ce soit mère, entrepreneur, professionnelle, sœur, conjointe, c'est un travail de désapprentissage. Tout à fait. Puis ce qui est intéressant aussi, tu sais, là, je suis en train d'apprendre beaucoup sur le mécanisme de la honte, puis comment on intériorise la honte en ce moment dans nos vies, tu sais. Puis de voir à quel point puis là, on a utilisé la métaphore d'enlever le maquillage, là, mais quand on enlève le maquillage puis qu'on n'aime pas la personne qui est là, à quelque part, tu sais, pour quelqu'un comme nous, on essaye d'être consciente, on essaye de bien vivre. Puis encore une fois, hein, des fois, genre le dev perso, ça rentre dans la bonne élève. C'est comme, il faut que je fasse mon yoga, il faut que je fasse, tu sais, la performance du self-care. Je pense qu'on s'en est peut-être déjà parlé de cette performance du self-care-là. Même on rentre dans la performance du self-care, ça fait que on développe de la honte quand on n'est même pas capable de s'occuper de soi, tu sais. Puis là, c'est genre, ça devient juste honte sur méta-honte sur méta-honte. Mais la honte, si c'est quelque chose, c'est juste de pas avoir vu une émotion, de pas avoir vu une expérience, de pas avoir vu un traumatisme. Puis là, c'est de réapprendre à se voir à travers tout ça, qui est pas seulement, ça peut être difficile au début, mais de se voir sans cette honte, c'est là, genre, que on commence vraiment à déconstruire le travail qui est comme, je suis capable d'être moi. Puis, bon, moi, j'utilise l'entrepreneuriat pour faire ce travail-là de déconstruction-là, mais, tu sais, je pense que le sport ou n'importe quelle pratique, c'est des endroits où est-ce que justement on est en conversation avec l'ego, puis quand on désamorce certains des mécanismes de l'ego qui sont là pour nous protéger, tu sais, on veut pas non plus dire qu'on a honte d'avoir honte, mais c'est là qu'on est confronté dans le fond à ces couches qu'on aurait intérêt à faire tomber. Mais c'est pas un travail facile, puis c'est un travail qui doit être fait avec beaucoup, beaucoup de compassion, je pense. Compassion, la bienveillance,
puis d'y aller progrès par progrès. Tu sais, souvent, comme tu dis, on tombe dans la performance du développement personnel. Là. Je dois lire tous les livres, je dois engager 7 coachs, et si j'ai pas réglé mon problème d'ici une semaine, ben je suis un échec et j'ai honte de moi. Tu sais, faut faire attention de pas répéter nos patterns dans les stratégies qu'on veut utiliser pour défaire nos patterns in the first place, là, tu sais. Ouais, puis de considérer qu'on doit tout le temps être fixé. Puis moi, je sais que ça, c'était quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore, c'est que, tu sais, dès que quelque chose qui semble avoir une problématique, puis encore une fois, ça peut être une problématique entrepreneuriale, mais c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire pour, genre, régler le problème? Puis là, c'est toujours faire, au lieu de juste s'asseoir puis dire comme, hey, mais peut-être que ça, c'est super normal, tu sais. C'est ça. Peut-être qu'on peut juste accepter momentanément, accepter de vivre aussi peut-être les émotions négatives qui viennent avec. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de programmes par rapport à manger ses émotions, des choses comme ça. Je pense que c'est aussi ça, tu sais, est-ce que tu es juste capable de t'asseoir avec l'émotion sans avoir à faire quelque chose pour la faire disparaître, tu sais. Puis je pense que ça, on n'a pas appris à faire ça dans notre vie parce qu'on nous a toujours dit justement comme sois pas triste, arrête de pleurer, sois pas fâché, arrête de pleurer, plains-toi pas, sois nice, reviens genre quand tu vas avoir un sourire sur les lèvres, tu sais, genre on veut juste te voir quand t'es la parfaite petite fille qui va pas faire de problème. Ouais. Fait comment on fait pour commencer à déconstruire ça, là? Quelqu'un qui nous écoute en ce moment fait comme, oh my God, je me rends compte que j'ai ces conditionnements-là, j'ai peut-être ce syndrome-là d'élève parfaite. C'est quoi les premières étapes que tu conseilles pour commencer à se défaire de ces programmes-là? Wow. Ben, écoute, là, j'essaie de repenser à ce que je disais dans mon programme, mais tu sais, dans ce que je t'avais parlé avec mes clientes puis avec les gens qui sont dans le fond dans mon environnement aussi. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs facettes. Tu sais, il y a premièrement d'être capable de le reconnaître, de voir d'où ça vient puis de enlever la honte de ça, tu sais, parce qu'encore une fois, c'est toujours une question de ben oui, OK, j'ai intériorisé j'ai intériorisé plein de choses, tu sais, j'ai intériorisé de la misogynie ou j'ai intériorisé de la grossophobie ou j'ai intériorisé des choses que, tu sais, je trouve vraiment dommages dans la vie, mais c'est, tu sais, on a intériorisé les injonctions toxiques du patriarcat ou des choses de même, puis c'est comme, OK, on le reconnaît, on l'a en nous, c'est pas qu'on est spécial. Tout le monde, genre, dans la société, vit on baigne tout là-dedans, tu sais. Fait que c'est normal qu'on ait été conditionné comme ça. Puis qu'on en ressente les effets. Fait que, tu sais, premièrement, genre, vraiment juste comme, on enlève la honte, on enlève la culpabilité, de pas être parfait, fixé parfait, le mental parfait, le mindset parfait. Puis après ça, ben, tu sais, c'est vraiment beaucoup de reconnecter avec notre essence créative. Puis encore une fois, vu que je parle beaucoup à des entrepreneurs, pour moi, c'est super important parce que la bonne élève, elle va toujours aller vers la structure, tu sais. Comment est-ce que je peux aller dans plus de structures parce que c'est dans les structures puis les guides qu'on me dit dans quelle direction aller. Tu sais, qu'on va me dire si j'ai fait bien ou si j'ai fait mal, qu'on va me dire jusqu'à où performer, c'est quoi la hiérarchie que je dois suivre. Puis ça peut être autant au niveau de notre éducation, de dire j'ai besoin d'un autre diplôme avant de pouvoir faire X, Y, Z, ou une autre formation ou une autre affaire. Mais ça peut être aussi être au niveau de bon ben là j'ai des publications à faire. Comment je fais pour faire un bon reel qui va avoir le bon nombre de likes puis tu sais qui va comme pas me faire perdre 1 million d'années sur Instagram puis que les gens vont aimer puis tu sais fait que de voir aussi c'est quoi les structures qu'on impose dans notre vie ou tu sais c'est quoi un bon entraînement pour une femme en post-ménopause, je sais pas genre tu sais. Ouais. Puis après ça, de reconnecter avec notre côté créatif. Puis moi, je dis tout le temps, la bonne élève, elle se fait remplacer par l'esprit libre, tu sais. C'est comment est-ce que tu vas devenir un esprit libre oui, on a besoin de structure des fois pour se discipliner ou des choses comme ça qui sont... Mais se discipliner quand on veut aller vers quelque chose qu'on désire réellement, ou on peut mettre plus d'espace pour la présence, pour le jeu, pour l'essai, pour l'exploration. C'est toutes des choses qui sont ultimement fondamentales à notre développement aussi, tu sais, mais aussi à notre plaisir. Puis le plaisir est une notion extrêmement importante
dans notre succès, tu sais. Puis je pense que tu sois un athlète ou que, tu sais, n'importe qui est à un haut niveau de performance, il y a quand même une notion de plaisir qui va devoir être mise en relation si on veut pas rentrer dans des façons maladives de vivre cette performance-là, tu sais. Fait que quand t'es entrepreneur puis que tu vis de la croissance ou des choses de même, tu peux aussi rentrer dans cette performance maladive, mais c'est de voir si tu ramènes genre le plaisir puis ça. Puis après ça, ben là on parle de comme priorisation puis d'objectifs puis comment créer des objectifs qui sont pas oppressifs, qui sont pas opprimants, tu sais, et qui sont pas axés dans dans cette toxicité dans laquelle on a évolué. Puis tu sais, là c'est très abstrait, tu sais, c'est très abstrait, c'est pas comme un step by step, mais tu sais c'est des gros trucs que on conscientise, puis après ça on peut faire des actions plus concrètes qui rentrent dans ces grandes catégories-là. Mais tu l'as dit, puis moi je le dis tout le temps aussi, là, la prise de conscience, c'est la première étape à n'importe quoi, tu sais. Fait que juste d'aujourd'hui d'écouter la conversation, puis de réaliser, puis de prendre conscience de ces conditionnements-là dans les prochains jours, déjà ça, c'est méga, là, tu sais, la prise de conscience. Et après ça, c'est de se pratiquer à être dans ton énergie féminine, tu sais, ce que tu me dis, ça me fait penser à l'énergie masculine versus féminine, que par rapport à ton genre, on a les deux, chaque personne en soi, mais quand on est dans la structure, la rigidité, l'organisation, l'accomplissement, les horaires, les to-do list, c'est très, très masculin comme énergie, et ça en prend, mais souvent, c'est ça, comme tu dis, on se déconnecte de l'autre côté, qui est le flow, qui est le recevoir, qui est le être, qui est l'expansion, la nature, les découvertes, tout ça, qui est dans l'énergie plus féminine. Et de reconnecter avec ça pour avoir un équilibre des deux, c'est super pertinent pour se reconnecter à soi-même, justement, puis faire comme, OK, quand j'enlève tout le maquillage, ben, tu sais, qui suis-je dans ces deux énergies-là? Qu'est-ce qui me sert? Qu'est-ce qui va continuer de me servir ou qui me nuit, tu sais, pour que je puisse atteindre mes objectifs, que ce soit des objectifs de santé, d'entrepreneuriat ou peu importe, là, tu sais. Tout à fait. Tu as écrit un infolette que j'ai adoré il y a pas si longtemps, qui était, je pense, 9 choses que tu voudrais pas que les gens sachent de toi. J'étais comme, wow, Tatiana est bold, là. J'ai adoré ce email-là. Fait que dans le fond, c'est ça, c'était 9 choses que tu partageais sur toi très, très personnelles, très, très vulnérables. Je trouve qu'ils ont été associés à une belle forme de leadership de ta part, de nous partager ça vraiment dans ton courriel. J'en ai noté quelques-uns ici, là, mais tu sais, tu parles que, bon, t'as un passé, tu sais, dépressif, hypersensible, t'as la peur du rejet, t'as peur de manquer d'argent, même si ton entreprise, tu sais, est très, très... beaucoup de quote-unquote succès, là, tu sais. Comment tu fais pour passer par-dessus ça et de show up, de continuer de faire grandir ta business? T'as une famille aussi, tu sais, malgré tout ça, là, ces peurs-là, ces croyances limitantes-là, ce passé-là qui est pas toujours facile, puis même ce présent-là qui est des fois pas facile. Comment tu fais pour continuer à show up pour toi-même, pour tes clientes, pour ta famille même? Ben, moi, j'ai un principe guide. En fait, j'en ai plus qu'un, mais j'en ai un fondamental qui est comme, puis je l'ai depuis très, très jeune. Genre, c'est comme, je m'engage envers moi-même à vivre mon expérience humaine, tu sais. Puis ça m'a toujours guidée de dire où est-ce que je m'empêche de être vrai ou intègre envers moi-même. Et, tu sais, de là découle aussi tout un tas d'autres choses comme le courage, tu sais, tout le travail que je fais au niveau personnel aussi, autour, comme j'ai dit tout à l'heure, de la honte, des choses qui sont moins belles, mais qui sont aussi belles dans le sens qu'elles sont humaines, tu sais. Et je pense que c'est toujours ça quand on fait des pratiques de gratitude, même si j'ai longtemps été sans en faire, c'est de dire, tu sais, même la difficulté que je vis, parce que c'est une expérience humaine, genre, il y a comme quelque chose qu'on peut avoir en termes de gratitude. Bon, il y a des gens... Là, on n'est pas ici pour faire une hiérarchie de qui l'a eu pire que d'autres. Là, on peut toujours se comparer à d'autres. Puis, tu sais, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est leadership parce que je pense que dans les plus grands auteurs et leaders de ce monde, on a des gens qui ont vécu de grands traumatismes et qui en sont ressortis plus forts et qui sont devenus des exemples à
à suivre. Puis je pense que chaque personne dans son histoire, on a tous des traumatismes puis des difficultés, puis qu'à travers cette histoire-là, nous aussi, on peut décider de vivre comme des exemples les uns pour les autres. Tu sais, fait que il y a cette notion-là, genre de vouloir accepter mon expérience, puis après ça, genre de dire comme si j'étais accountable ou responsable, ou je m'engageais à me responsabiliser face à mon expérience et à ma communauté, parce que je fais partie d'une communauté. Qu'est-ce qui est le plus intègre pour moi de vivre dans cette évolution-là, dans cette expérience-là que je vis? Anyway, fait que je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ça qui me vient. Non, c'est vraiment intéressant. Tu sais, puis je peux, ça résonne moi aussi, tu sais, ça m'a pris du temps avant, par exemple, de parler de mes troubles alimentaires. Tu sais, au début, surtout quand j'étais dedans, la honte, tu parles de honte, là. Tu sais, t'es au gym toute la journée, tu coaches des clients toute la journée, tu les aides avec leur nutrition, leur entraînement. Puis parce que tu as un mal-être interne, puis que tu as un trouble mental lié au trouble alimentaire, tu pars du gym, tu t'en vas à l'épicerie, caché dans le coin, tu sacs la bouffe dans ton sac à dos pour que personne te voit acheter des biscuits, par exemple, ou des chips, et tu cours chez toi, tu manges ça, puis tu jettes ça dans la poubelle parce que fallait donc que personne me voit manger ça. Tu sais, fait que la honte, le manque d'intégrité envers moi-même, puis là, bon, évidemment, j'ai passé à travers un gros processus de guérison, puis j'ai commencé à en parler, je pense, 2 ans après que c'était, entre guillemets, fini. Ça fait partie de moi à tout jamais, là, mais je veux dire, après avoir eu mes derniers gros épisodes, tu sais, de binge. Et c'était terrifiant au début, là. Je me souviens, j'ai fait un long post sur Facebook, mais c'était toutes les conditionnements, les questions dans ma tête. Qu'est-ce que les autres vont dire? Ça veut dire quoi pour mon statut, mon positionnement de kinésiologue, coach en nutrition si moi, j'ai des troubles alimentaires? Tu sais, comment ça va être perçu? Quel genre de professionnel ça fait de moi? Donc, puis finalement, au contraire, là, la réponse a été 100% positive, puis j'ai reçu tellement de messages et ça m'a juste rendu une meilleure coach, une meilleure leader, justement, parce que comme t'expliquais, tu as utilisé ton expérience humaine, tu sais, puis tant mieux, je suis reconnaissante que ça me soit arrivé. Maintenant, je peux l'intégrer puis le partager. Fait que oui, ça me parle beaucoup. Puis je suis certaine que les femmes à l'écoute en ce moment, il y a une partie de votre histoire quelque part que vous avez déjà probablement utilisé comme inspiration ou comme modèle pour ta fille, pour tes collègues, pour, tu sais, ça peut être à petite échelle, mais je pense qu'il y a là le pouvoir du leadership dans la vulnérabilité et vice-versa, tu sais, le pouvoir de la vulnérabilité dans le leadership. Ouais, puis moi j'ai toujours trouvé ça, puis merci de l'avoir dit encore, tu sais, je pense que c'est important, genre de aussi reconnaître de reconnaître ces expériences-là, puis encore une fois cette notion de voir, tu sais, de voir qu'on est plus que notre trouble alimentaire, on est plus que nos traumas, on est plus que ce qui nous est arrivé, puis de voir aussi que ouais, ça s'intègre dans notre histoire. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ma façon de faire du marketing puis des choses de même, parce que tu sais, veux pas, je suis coach business, coach marketing, on commence par l'histoire, tu sais, on commence par notre histoire. Parce que bien souvent, c'est là que ça bloque, c'est parce qu'il y a tellement de choses du passé qui ont pas été, parce qu'on s'est comme mis dans une boîte, mettons, professionnelle, vie personnelle. Puis ces deux boîtes-là communiquent pas. Puis quand on est professionnel, on n'a pas le droit genre de parler genre de nos difficultés, puis on n'a pas le droit d'avoir l'air faible entre guillemets, puis on n'a pas le droit, tu sais, on n'a pas le droit d'avoir des cheveux qui dépassent puis des affaires de même. Alors que ce que ça fait, c'est que on nie ou on efface certaines parties de cette histoire-là parce qu'on a l'impression que tu sais c'est pas l'image qu'on veut avoir. Puis de revisiter cette histoire puis de voir comment elle est cohérente avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, avec qui on est en train de devenir, avec, tu sais, pour moi, la cohérence, l'intégrité, l'harmonie avec notre passé, c'est ce qui va créer de l'harmonie pour le futur. Puis, dans le fond, on est tout le temps en train de décompter. Tu sais, oui, on vit dans le présent, oui, on prend des actions, oui, on est comme, tu sais, forward driven, genre, tu sais, comme on va vers l'avant, mais on a toute cette histoire-là avec nous, puis il faut qu'on soit en paix le plus possible avec ça pour pouvoir, après ça, se dévoiler encore plus ou être on revient à l'idée de potentiel, tu sais, faire davantage briller ce potentiel-là, parce que si on garde tellement de choses cachées, comment est-ce qu'on peut ouvrir la porte sur qui on est
Puis l'histoire, puis tu sais, moi, je travaille beaucoup avec le storytelling, puis comment l'utiliser dans la marque qu'on crée comme entrepreneur. Utiliser cette histoire-là, c'est vraiment ou revisiter cette histoire, puis voir comment elle continue encore aujourd'hui à se manifester. C'est vraiment une des premières choses à travailler ou du moins à adresser. Mm-hmm. C'est comme, tu sais, j'ai l'image d'un casse-tête dans ma tête. Tu sais, chaque partie de ton histoire, c'est un morceau de casse-tête ici et là. Puis si tu continues à vivre ta vie, à laisser des casse-têtes derrière toi, des morceaux, derrière toi, ben tu deviens jamais entière, tu deviens jamais whole, tu deviens jamais justement dans ton potentiel, tu sais. Fait que c'est de, tu sais, d'être fier puis d'accepter tous ces morceaux de casse-tête-là. Et tout ça, à la base, chaque être humain, ça part du self-worth, ça part de l'amour propre, tu sais. Si on arrivait à vraiment s'aimer pour qui on est vraiment à notre essence, sans justement les attentes des autres ou les conditionnements qu'on a, ben on n'aurait pas peur de qu'est-ce que les autres diraient, on s'afficherait en tant que personne entière, on serait out there dans notre entreprise ou on dirait à voix haute qu'est-ce qu'on ressent ou les limites qu'on aimerait imposer, que ça soit dans ton mariage ou avec tes enfants. Fait que je pense que tout part vraiment du self-worth, de l'amour propre, de s'aimer, tu sais, puis d'être en confiance avec qui on est, là. Ouais, puis je pense que, puis là, je t'écoute parler, puis je me dis, tu sais, moi, ça, c'est une chose qui, par exemple, m'a toujours un peu angoissée de dire, ouais, mais là, j'ai l'impression que le self-worth puis l'amour de soi est tellement loin, tu sais, dans le sens d'arriver à ressentir ça, ça me semble tellement hors limite, parce que c'est comme, mais oui, mais aime-toi, genre, pis c'était comme, ouais, mais c'est facile de dire ça quand, par exemple, tu sais, on m'a toujours dit que parce que j'étais une femme, j'allais être payée moins, ou j'allais, genre, tu sais, il fallait pas que je parle, ou genre, on avait le droit, genre, de me traiter de telle façon, tu sais, c'est comme, mais aime-toi, mais c'est comme, tu sais, il y a comme cette espèce de dissonance cognitive. Puis, je pense que l'image du casse-tête est intéressante parce que, justement, on n'arrive pas, genre, c'est pas une décision nécessairement de s'aimer, c'est vraiment, on prend chaque partie du casse-tête, on regarde chaque partie du casse-tête pour ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'il y a sur ce morceau-là? Puis c'est là, tu sais, c'est petit morceau par petit morceau qu'on arrive à créer quelque chose qui semble justement cohérent. Mais au début, t'as genre 2 morceaux ensemble, pis ça a l'air de rien. C'est ça. Tu sais, mais il faut partir de quelque part pour construire autour. Puis c'est ça que je trouve que c'était intéressant à travers ma propre histoire, c'est que il y a des petits morceaux de casse-tête qui se sont placés genre à travers même mes difficultés ou mon passé dépressif ou des choses de même. Il y a toujours eu des petits morceaux à travers ça qui sont ressortis puis qui ont commencé à faire l'image que j'ai puis que je commence à reconnaître maintenant, tu sais, puis de reconnaître puis de dire OK, ça c'est moi, ça c'est mon histoire, ça c'est qui je suis. Là, il manque des pièces ici, j'étais pas prête à les regarder, mais là je suis un petit peu prête à les regarder de cet angle-là, puis tu sais, ça prend du temps. Puis je pense que c'est ça aussi qu'il faut rappeler, c'est que on se lève pas un matin puis on se dit oh my god, pourquoi je m'aime pas assez, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je mets le self-worth puis le self-love avec le potentiel. Je pense pas que c'est quelque chose que t'atteins jamais à 100%, là, tu sais. Puis c'est tant mieux, tu sais. Puis au-delà de l'amour de soi, je pense que même avant ça, il y a l'acceptation. Tu sais, ce mot-là, là, s'accepter. Accepter le good, le bad, le ugly, le beautiful and everything in between. Accepter chaque morceau de casse-tête. Puis s'aimer, en guillemets, tu sais, c'est ça, c'est pas juste de t'aimer quand tu vas bien, puis que tes cheveux sont beaux, puis que tu as eu du succès financier dans ta business ce mois-ci ou que tu as perdu 10 livres, là. C'est d'aimer ces parties de toi-là qui sont plus dans l'ombre, hein. On parle du shadow work souvent. Fait que ces parties-là que, ouais, quand je pète les nerfs après mes enfants, ben, oups, tu sais, mais c'est pas grave, j'aime cette partie-là quand même moi parce que ça fait partie de mon histoire. C'est peut-être dû à un programming ou à une façon que ma mère me parlait quand j'étais petite. Ça fait partie de mon histoire. Fait que l'acceptation de soi, je trouve que des fois, c'est moins overwhelmant de se dire, OK, je vais travailler sur ça que de juste comme m'aimer du jour au lendemain, là, tu sais. Ouais, puis l'acceptation, tu sais, puis là, c'est un bon exemple, genre de dire, OK, je me suis énervée avec mes enfants, je peux m'aimer quand même à travers ça, j'ai pas besoin de blâmer qui que ce soit ou moi-même, mais c'est là que le leadership embarque, c'est comme, maintenant,
j'ai le choix aussi de dire comment je veux réagir, comment je veux vivre, quel exemple je veux donner, puis qui je veux être. Tu sais, c'est là que l'actualisation, ça devient aussi important parce qu'encore une fois, on est notre histoire, mais on est aussi la personne qu'on devient parce que on n'est pas juste défini par notre passé, tu sais, on a toujours le choix de définir dans quelle direction on va s'en aller. C'est la même chose que j'apprends à mes clients entrepreneurs, c'est comme on a toujours le pouvoir de dire aujourd'hui j'arrête de faire des affaires comme ça. Voici maintenant ce que je fais à partir de maintenant. Voici ce qui me semble cohérent par rapport à ma nouvelle vision. On va travailler genre pour réaliser ça au lieu de se dire ouais mais mes clients ils veulent pas ça ou genre mais là dans la situation actuelle il faut absolument que je fasse ça. Tu sais, on n'est jamais pris dans quoi que ce soit et si on décide d'agir, l'important c'est juste d'être accountable envers nous-mêmes puis de dire j'ai décidé par exemple tu sais peut-être j'ai une business qui fonctionne bien mais j'ai peur de la récession. J'ai décidé de me prendre une job à temps partiel, mettons. Tu sais, voici un choix qui est souverain. Je le fais en connaissance de cause. Je le fais pour gérer ma gestion de risque. Je le fais pour ma famille. Je le fais pour X, Y raison. Ça ne veut rien dire sur mon succès. Ça ne veut rien dire sur qui je suis parce que, ultimement, c'est moi qui fais mes règles, tu sais. Il y a un de mes quotes préférés, c'est on est toujours une décision, like we're always one decision away from a completely different life. Quand tu penses à où t'es en ce moment dans ta vie, c'est grâce à l'addition de toutes les décisions que tu as faites dans ta vie. Fait que si aujourd'hui, ta bonne décision alignée pour toi, c'est de te prendre une job à temps partiel, super. Puis si dans 2 mois, c'est plus ça, ben prends-en une autre décision. Exact. Comme tu as dit, t'es pas pris. Puis souvent, on se sent pris. C'est notre perception. Parce que, ben là, on peut lister la liste des excuses qu'on entend souvent, mais t'es toujours à une décision d'une vie complètement différente. Tu sais, moi, en ce moment, j'ai décidé de partir, de prendre l'avion, de m'en aller en Europe. J'ai pas décidé quand je revenais, j'ai pas décidé ce que j'allais faire là-bas. J'ai décidé certaines choses dans ma business que qui allaient prendre le bord et d'autres qui allaient rester. Mais cette décision-là, elle peut changer dans 1 mois si je me ramasse là-bas puis je me rends compte que, hey, Karmakin, finalement, ça va être ça ou ça sera pas ça. Mais ça, c'est d'être dans sa position de leadership. Et moi, j'ai pas pu vraiment être dans cette position-là tant que j'ai pas travaillé sur moi et travaillé ma confiance en moi et travaillé ce que je disais, ma déprogrammation puis enlever des étiquettes. Ouais, parce que il a fallu que tu décides que chaque décision à partir d'aujourd'hui était la bonne décision. Pour moi. Et pas parce que c'est ce que je suis supposée faire ou parce que j'ai toujours fait ça ou parce que c'est ce que les autres attendent de moi. Et c'est de la projection qu'on fait sur les autres aussi là. Mais ouais, c'est empowering. Tu sais, c'est comme ce mot-là qui me monte en ce moment là. C'est très empowering de pouvoir prendre nos propres décisions. Tout à fait. Tu as une valeur et tu te considères comme féministe. Sur ton site web, je pense que c'est des premières choses qu'on lit là, tu sais, c'est vraiment l'entrepreneuriat au féminin, tu sais, le féminisme à travers l'entrepreneuriat. Pourquoi c'est si important pour toi cette valeur-là, puis qu'est-ce que ça signifie concrètement quand tu le embodies à tous les jours? C'est drôle hein, parce que moi, genre récemment, j'ai réalisé que pour moi, mon entreprise m'a appris ou mon entreprise, c'était un travail de guérison dans le sens que ça m'amène à tous les jours à aimer davantage être une femme. Parce que pendant longtemps, justement, j'étais très emprise à de la misogynie internalisée. Je me rappelle aussi jeune que, je sais pas, moi, j'avais 8 ans peut-être, puis je lisais beaucoup. J'étais une grande lectrice, mais je réalisais que tous les gens qu'on appelait des génies littéraires, c'était des hommes. Les gens qui faisaient des trucs cool, comme les astronautes puis tout ça, c'était des hommes. Bon, il y avait Julie Payette, mais tu sais, c'était rare, genre, de voir des modèles féminins qui étaient respectés et encensés comme étant, genre, des grandes personnes de l'histoire, tu sais. Puis j'ai toujours été consciente de ça, puis me dire, ben moi, je suis une fille, je suis une femme, ça veut dire que je vais jamais arriver à ce stade-là. Tu sais, comment le cerveau de l'enfant, il fonctionne. Ouais. Puis, c'est pas personne qui m'a dit ça mot pour mot, je l'ai juste compris, genre. Je l'ai juste compris de ce que j'observais dans la société. Puis, à quelque part,
j'ai jamais nécessairement été intéressée à étudier le féminisme jusqu'à ce que j'arrive sur le marché du travail puis que je devienne un peu plus en colère de cette situation-là où il y avait clairement des doubles standards, il y avait clairement genre je devais clairement travailler davantage même si j'étais extrêmement talentueuse, même si j'avais beaucoup justement de potentiel, d'intelligence à offrir, genre de volonté d'avancer. Puis ces barrières-là que je voyais puis que là, j'ai commencé à lire là-dessus. J'étais genre, wow, no, I'm not down for that. Genre, c'est comme, ça se peut pas que ce soit la seule option puis que je dois juste me résigner. Puis là, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ça. Puis quand j'ai lancé mon entreprise, le but, c'était vraiment de donner des outils aux femmes pour mieux se promouvoir, mieux se vendre. Parce que c'était la base, tu sais. Si personne va te dire de l'extérieur, justement, encore la bonne élève, parce que là, t'es sorti du contexte académique où est-ce que les filles réussissent super bien. Là, on arrive sur le marché du travail, il y a plus de A+, il y a plus de petits bulletins, il y a plus de good job pour ça, où on dit good job, puis après ça, c'est comme, tu vois toutes les autres qui ont plus d'argent, plus de reconnaissance, tout ça, c'est comme, OK, il y a quelque chose qui marche plus de la même façon, là. Fait que comment est-ce qu'on apprend à jouer la game, entre guillemets, c'est comme ça que je le voyais à ce moment-là. Puis, de fil en aiguille, ça a été comme, non, parce que plus on a du succès selon les standards, comme par exemple du succès financier, puis moi, j'ai arrêté de le voir plus comme du succès, mais vraiment d'atteindre notre souveraineté financière, notre indépendance financière, si on veut utiliser ce mot-là. Plus on est indépendant, plus on est aussi agile, plus on a des compétences transférables, plus on est antifragile, plus on est capable de changer les choses de l'intérieur. Puis là, pour moi, ça a été vraiment ça le déclencheur de dire on est capable petit à petit, à travers la façon dont on va élever nos enfants, dont on va rouler nos business, dont on va parler d'argent, dont on va s'occuper de soi, changer les rythmes de travail, changer les cycles de fonctionnement, etc., de changer les choses dans le microcosme. T'sais, si on n'a pas des entreprises de 5000 employés, t'sais, on peut les changer à petite échelle parce qu'il y a d'autres façons d'être et de faire. Puis là, c'est là que pour moi, le féminisme a beaucoup pris de place parce que c'était genre, c'est une lutte féministe, ce qu'on est en train de faire parce qu'on est en train de changer un paradigme. Mais pour ça, il faut accepter, il faut le nommer, il faut arrêter d'avoir peur de changer le statu quo. Puis, tu sais, ça revient exactement à ce qu'on disait au début de conversation, hein, la bonne élève, ce qu'elle veut, c'est la reconnaissance du système. Mais là, quand on commence à changer le statu quo, puis qu'on commence à être un esprit libre et à être dans notre créativité, puis tout ça, à faire à démonter certaines structures, ben là, c'est là que ça devient angoissant aussi. Et c'est là que ça devient encore plus important que la solidité soit ancrée à l'intérieur de ce que je fais a un sens, ce que je fais est important. Puis c'est ça que je veux toujours rappeler à mes clientes, c'est comme ce qu'elles font est toujours important dans ce changement de paradigme-là qu'on est en train d'effectuer, ne serait-ce que parce que elles vont travailler 20 heures au lieu de 40, mettons. Puis qu'elles vont avoir plus de temps pour, je sais pas moi, faire du bénévolat, être dans leur famille, se reposer, s'entraîner, tu sais, être heureuse, avoir du plaisir, je sais pas. Quel concept, hein? Tu sais, quel concept radical, mais c'en est un, hein, malheureusement. Fait que c'est ça, tu sais, puis pour moi, les deux sont liés, même si tu sais, si tu me demandais, genre, peux-tu me nommer les théories féministes, tu sais, je serais comme, non, probablement pas. Je lis beaucoup, mais je suis pas comme je suis pas une théoricienne du féminisme. Non, j'ai pas étudié là-dedans. Ouais, mais je trouve ça vraiment cool comment tu l'amènes parce que je pense qu'il peut y avoir même des préjugés. Hein. On voit le mot féministe, puis on s'imagine que c'est les femmes enragées qui veulent faire brûler les hommes puis qui sont frustrées de la vie, tu sais. C'est pas nécessairement ça. T'sais, fait que ça, je trouve ça super pertinent de la façon que toi, tu l'apportes. Puis l'autre chose que je trouve intéressant aussi, c'est que tu es dans l'action au quotidien parce que tu es en alignement avec tes valeurs qui va t'aider à
contribuer à ce mouvement-là. Tu sais, souvent, on va dire, ah, moi, je sais pas, moi, la cause des enfants, c'est important pour moi. Ou l'environnement, c'est important pour moi. Puis, tu sais, on va voir souvent ça, là, mettons, quand c'est la journée X, la journée pour l'environnement, là, tout le monde, là, c'est donc bien important pour eux. Puis là, c'est la journée pour la santé mentale. Puis là, tout le monde va publier sur la santé mentale. OK, oui, on fait du bruit sur les réseaux sociaux, parfait. Mais qu'est-ce que tu fais quand il y a personne qui regarde au quotidien dans ta vie? Tu sais, comment tu le embodies, cette cause-là, cette valeur-là qui est supposée être tellement importante pour toi? Puis c'est là souvent qu'il y a un clash, je trouve, avec les gens, tu sais. Ouais. Non, puis je pense que dans une des... je ne sais pas si je l'avais mis dans les 9 choses qu'on sait pas, que je veux pas que tu saches sur moi, mais tu sais, pour moi aussi, le terme féministe, des fois, ça me met très... pas que ça me met inconfortable parce que je l'assume, mais je comprends aussi que il y a certaines conversations ou certains modes d'échange autour de ces pensées-là, tu sais, que ce soit l'inclusivité, le féminisme ou autre, qui peuvent rendre des gens mal à l'aise parce qu'ils se sentent pas à leur place ou ils sentent qu'ils veulent encore une fois pas faire d'erreur, puis des choses de même. Fait que, pour de là, tu sais, il faut être willing de se tromper, puis de faire des choses qui sont peut-être bon, mais ça, c'était pas très féministe, mettons, genre, tu sais, où on s'accepte d'être des féministes imparfaites et de quand même soutenir ces causes-là, genre d'inclusivité, puis de justice sociale, puis tout ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens, comme tu dis, qui vont dire « Non, mais je veux pas m'associer à ce genre de mouvement-là, mais il y a des façons... » Tu sais, comme tu dis, on peut le vivre à notre façon aussi. Puis pour moi, des fois, je vois des choses chez mes clientes, c'est comme, c'est clairement, genre, féministe, si seulement, genre, tu acceptais de juste, tu sais, assumer, embody ce mouvement-là. Puis, tu sais, je suis pas une radicale dans le sens des définitions, puis genre, tu sais, m'assurer que tout le monde va utiliser, genre, tu sais, comme par exemple, moi, j'écris au féminin. J'utilise pas l'écriture inclusive. J'écris au féminin bien souvent, tu sais. Puis ça, c'est un choix que j'ai fait. Puis il y a des gens qui sont comme, mais là, ça serait bien si t'étais comme plus inclusive, puis là. Mais c'est comme, c'est au-delà de ce que j'ai envie de faire comme effort, puis que je trouve nécessairement pertinent dans ma définition de ce que je suis en train de faire, tu sais. Je suis naturellement ouverte à avoir toutes ces conversations-là, mais une chose qu'il faut savoir, c'est que je suis aussi constamment en train de me dire que je suis une mauvaise féministe. Fait que, tu sais, il y a tout le temps ça, genre, en background, en disant comme, je pourrais en faire plus, je pourrais être plus éduquée, je pourrais, genre, en lire plus, je pourrais avoir des meilleurs réflexes. Mais que si tout le monde, genre, acceptait de l'être toujours un petit peu plus, ben, déjà là, ça serait un gros changement, là, au niveau des mindsets et des paradigmes. Ouais, je suis vraiment d'accord. On peut toujours en faire plus, hein? Ça finit jamais ce travail-là, que ça soit pour nos valeurs, pour les causes qu'on soutient, pour notre développement personnel, pour notre entreprise. Puis tu sais, je pense que qu'est-ce qu'on retient d'aujourd'hui, c'est que c'est tant mieux, tu sais, tant que tu es en alignement avec toi-même, que tu te connais, que tu fais le travail de prise de conscience, de déprogrammation, peu importe. Puis effectivement, on serait dans une société très différente si chacune d'entre nous et chacun d'entre nous, que ce soit un petit 5% c'est ça, de changement, de prise de conscience, de vivre plus en alignement. Fait qu'on espère que la conversation d'aujourd'hui vous a inspiré à continuer ce travail-là sur vous. Tatiana, tu travailles avec des entrepreneurs, mais c'est pas tous des entrepreneurs qui m'écoutent. Par contre, tu as quand même du contenu qui fait réfléchir que tu as une business ou pas. C'est quoi les meilleures plateformes pour te suivre? Et s'il y a des entrepreneurs à l'écoute qui seraient intéressés à travailler avec toi, comment est-ce qu'on peut bénéficier de ton expertise? Là, je suis beaucoup sur LinkedIn et Instagram en termes de plateforme, donc Tatiana Saint-Louis. Je tiens à dire, tu sais, moi, longtemps, j'ai été entrepreneur à temps partiel, donc je suis aussi, tu sais, je défends aussi beaucoup la liberté, comme vous, je pense qu'on a beaucoup compris, là, où est-ce que, tu sais, les choses arrivent comme elles arrivent. Fait que, tu sais, pour tous ceux qui sont pas nécessairement entrepreneurs, mais ils ont cette idée, ils ont cette envie, ils ont envie d'évoluer là-dedans, tu sais, il y a du contenu sur mon site. Sinon, ben, c'est mon infolettre du vendredi, celle où j'écris mes petits mini-essais philosophiques, bien souvent. mtamarque.com/infolettre. Puis, si les gens veulent travailler avec moi, la meilleure façon, c'est à travers mon programme Money Brand,
Puis, c'est ça, c'est mtamarque.com/moneybrand pour créer vraiment des écosystèmes de notoriété, mais aussi travailler vraiment au niveau de ce positionnement-là qu'on veut avoir. Fait que, tu sais, on travaille autant au niveau stratégique que mindset. Moi, j'appelle ça le savoir-être entrepreneurial. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme ça que c'est très global comme approche, puis ça vient chercher tout ce que j'aime, tu sais, le côté psycho, le côté philo, le côté stratégique, le côté brand, le côté esthétique, le côté cohérence, le côté harmonie. Fait que, tu sais, moi, je crée mes programmes comme j'aime réfléchir et comme j'aime travailler. Fait que c'est pas mal différent de ce que les gens voient dans les milieux de formation en ligne, mais c'est toute une expérience. Ouais. Et c'est tant mieux si c'est différent, c'est accrocheur. Donc, parfait. Je vais tout mettre ça dans la description du podcast. Donc, n'hésitez pas à aller contacter Tatiana ou la suivre. Puis, merci parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je te suis. C'est ça, depuis qu'on travaille ensemble. Pour toi, ton coaching, je trouve ça toujours intéressant. Ton infolette du vendredi, je l'adore. Donc, merci pour l'inspiration, pour ce genre de conversation là dans la vulnérabilité, l'authenticité. On en a besoin encore et encore. Fait que j'apprécie ton temps aujourd'hui. Et je finis toujours les entrevues avec la même question pour tout le monde. Est-ce que tu as une citation, un quote préféré? Lequel et pourquoi? Oh, OK. Wow, OK. Une de mes quotes préférées, là, je vais la chercher juste rapidement parce que c'est pas une citation que j'ai souvent en tête, mais pas que je la connais pas par cœur, mais c'est le discours de Teddy Roosevelt, là, celui dans l'arène, genre, tu sais, où il parle du courage de celui qui va rentrer dans l'arène alors qu'il y a des spectateurs qui le regardent puis le jugent, mais que dans le fond, tous les mots qui viennent de l'extérieur sont du vent parce qu'il y en a un qui est dans l'action puis qui risque le tout pour le tout. Puis c'est celui-là, genre, qui a le réel courage et que on mérite réellement de regarder et de respecter. OK. Wow. Ouais, c'est un très beau texte. Ouais. Bon, ben, on va aller découvrir ça plus en détail. Merci beaucoup, Tatiana. C'est super apprécié. Merci à toi pour l'invitation. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.